Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'hebdomadaire, de votre hebdomadaire préféré, présenté par Monsieur Mickaël Lebou et moi-même. Comment tu vas, Mickaël? J'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on s'est pas vu. Mais de ouf, de ouf. Mais non, non, tout va bien. Écoute, franchement, tout roule. Plutôt content de ce qui se passe actuellement. Un peu de repos après un gros début du mois de mars qui a été, on l'avait dit, un peu décevant. On s'est mis un peu au repos. Et voilà, et là, on reprend avec une belle échéance cette semaine là qui arrive. Manon Fiorot qui a un combat pour la demi-finale de la ceinture. Depuis longtemps, je dis que c'est certainement la française la plus proche de la ceinture et du coup, bah, ça nous laisse le temps en tout cas de traiter l'information autre que dans l'urgence et dans ce qu'on doit commenter. Aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir traiter un peu, de faire un petit bilan sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Il se passe pas grand-chose et à la fois, ouais, parce que depuis les derniers podcasts qu'on a enregistrés, je crois que c'était après après Benoît Saint-Denis contre Poirier, c'était après Doumbé contre Baki. Entre-temps, il y a eu un petit sujet qui est un petit peu ressorti, c'était Cyril Gann. Et je crois qu'il y a eu que ça. Après, il y a eu quelques événements entre-temps. Tu m'as dit qu'il y a eu un hexagone. Bah, il y a eu un hexagone pareil, ouais, qui est passé un peu inaperçu. Il y a eu un coff genre un peu guest dans un Ouais. casino au Havre, qui ont Oui. proposé, pour le coup, qui a proposé une belle carte. Du moins, en tout cas, on va dire qu'entre l'hexagone, là, on peut dire que ça a été un flop total parce que pas de grosse tête sur la carte et malheureusement, la carte est passée Ah, totalement c'était avec, inaperçue. ça me revient, c'était avec avec le main event des poids lourds, je crois. Exactement. Si. Bon, voilà, on va dire que l'organisation, elle est passée complètement au travers de sa communication. Après, on y reviendra sur la carte, mais je pense que la carte qui a été proposée, Après, elle est pas. Mika, c'est que ça Ouais, revient un petit peu sur ce qu'on disait sur comme lorsqu'on traitait le sujet du RS. Je pense que quand tu fais des événements assez souvent, forcément, sur 10 événements, tu en as au moins 4, 5, même peut-être 6 qui vont passer un petit peu inaperçus parce que c'est compliqué de toujours proposer de la qualité ou de toujours proposer, on va dire, des noms assez connus. Donc, je pense que quand tu es une organisation et que tu veux organiser souvent, bah forcément, tu es obligé de passer par ce genre d'événements qui sont tout simplement des flops. Parce que je le disais pour le RS, on me dit que je défendais le RS. Et c'est très sincère, je le dis aussi pour l'Hexagone, hein, comme pour le COF. Bon, même si le COF, c'est encore nouveau. Mais voilà, je pense que voilà, je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de passer par ce genre de carte où bah, forcément, c'est des no-name qui font que bah, par la suite, en prenant des victoires, en prenant des belles performances, à un moment donné, bah, ça va devenir des petits stars de l'organisation. Donc voilà. bah Mika, ouais, ouais. alors vu qu'on va en débattre maintenant sur l'hexagone, moi pour moi en fait le souci c'est toujours le même depuis toujours. Communication inexistante, enfin en tout cas une communication qui te donne pas envie de vendre le combat, c'est-à-dire absence de storytelling. En plus c'est dommage parce que sur les cartes qu'ils ont proposées, il y a que des duos, des duels franco-français. Il y avait des gars comme Thomas Glo, je pense que tu peux broder autour de lui, et ça peut se vendre. Mikali Bayram, c'est un inconnu un peu du grand public en France, mais je pense que tu peux miser un peu sur lui. Lévi Cariel, qui a émis le plus beau KO l'année dernière du MMA français, bah, qui s'est fait soumettre malheureusement dans son combat, mais on aurait pu broder autour de lui. Max Valo, un combattant, on peut broder autour de lui. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces combattants dont tu parles, bah, on ne les connaît pas, mais en fait, on ne les connaît pas, mais c'est quand même des gars qui ont quasiment 7 8 combats et aujourd'hui qui mériteraient à être connus. Et en fait, si l'organisation ne fait pas ce travail-là, jamais les cartes de l'Hexagone, tu les regarderas. Et c'est un peu le problème en plus, c'est qu'ils organisent aujourd'hui dans des endroits comme le Futuroscope à Poitiers. Donc si tu fais pas l'effort de communiquer pour que bah, tout ce qui se passe un peu dans les grandes villes comme Marseille, Paris, Lille, etc., on s'intéresse à ce qui se passe là-bas, ça va être compliqué. Et je pense que malheureusement, ils n'arrivent pas encore à trouver forcément la communication qui va bien, la communication adaptée. Après, on avait demandé tu te souviens, on devait recevoir Jérôme, l'un des patrons. Malheureusement, ça s'est jamais fait. On n'a jamais réussi comment dirais-je, à se coordonner. Mais je vous promets qu'on va le recevoir et qu'il parlera un peu de l'Hexagone. Et franchement, sans langue de bois, on abordera ce point-là qui, selon moi, est très important.
Sur ça, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a une différence entre faire une carte avec des no-name qui fait que bah, c'est pas épais et faire une carte et ne pas savoir communiquer là-dessus. Sur ça, je te Et, rejoins. Et tu vois, la différence, c'est que, après, tu vas dire j'exagère, et tout le monde le sait, hein, c'est pas caché, c'est que j'essaye d'apporter un peu mon expérience pour le COF sur les cartes. On sait que les cartes, c'est JB Shelby là, qui les fait, il est matchmaker, et moi, je regarde un peu si on va dire, les matchs qui sont proposés ou sont cohérents, etc. Et je trouve, par exemple, que la carte qui a été proposée au Havre, qui a un coffre, ce qu'on appelle VIP, c'est-à-dire que c'est un tout petit coffre. Un coffre, euh, c'était quoi, huis Ouais, clos? c'est pas à huis clos, mais c'est dans un casino, donc les pièces, les places sont vraiment limitées, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de places assises. Mais tu vois, le main event Bookishu C'était contre... combien? C'était 500 euros ou pas? Non, bah, c'était moins cher. C'était beaucoup moins cher. Et c'était au Havre. Mais tu vois, le main event, Sofiane Boukissou contre Et- Paul-Emmanuel Ouais, Diaz, avec le vainqueur des deux qui va affronter Raphaël Tronchet au Zénith de Lille, bah, il y avait un peu de storytelling. Nikita Lestoukov, c'est quelqu'un sur qui le MMA français devrait miser, qui a 6-0. Il y avait aussi le premier combat pro de Delphine ouais. Benoît. C'est celle qui a fini, je crois, seconde Vice-championne au de France. championnat, Du ouais, monde. qui a été seconde au championnat amateur de MMA mondial. Et elle aurait mérité d'être première si Ouais. on regarde un peu en détail ce qui s'est passé. Et tu vois, là, on voit aussi que bah, il y a une volonté de faire une belle carte et surtout, il y a une volonté de communiquer. Je dis pas que c'est le top du top, mais on voit en tout cas que les cartes elles s'améliorent et on voit que la communication, elle est presque meilleure. Mhm. Et, euh, et l'air de rien, je trouve que c'est une organisation qui, aujourd'hui, montre des choses intéressantes et rester éveillé parce que le coffre qui va être proposé à Lille, la carte du coffre de Lille, elle va être vraiment sympathique. Donc soyez vigilants sur ce qui Donc, va être. on aura, ouais, comme tu dis, on aura Boukchou qui affrontera Raphaël Tronchet, qui est un ancien boxeur pro. Je crois qu'il était champion de France de boxe anglaise. Après, il y C'est avait eu le petit exactement ça. storytelling avec Tony Oka, mais finalement, ça s'est jamais fait. Mais en tout cas, ouais, la carte du COF de Lille, il y aura aussi Oudina là-dessus. Je sais plus, il y aura qui d'autre. Bah, il Mais y j'ai aura vu, Bison, il y aura ouais. Bison, il y aura Driaille qui revient. Il y aura aussi le petit Brachet, Mhm. l'un des plus gros prospects, en tout cas français actuellement. C'est quand même celui qui performe le plus. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 victoires. D'ailleurs, s'il y a un moins de 66 kilos français qui n'a pas peur de l'affronter, on est grave preneur. On ne trouve aucun Français qui veut l'affronter. C'est un truc de ouf. Brandon Brachet, c'est un petit jeune. Il est bon, mais voilà, il y a encore des lacunes dans son jeu et on ne trouve aucun moins de 66 kilos français qui serait chaud pour l'affronter. Faut laisser cette mission, Mika, au maître fumier. Ouais, c'est En vrai, deux, hein. trois stories, ils te font un, Ma, ma ils te font un parole que c'est combat, vrai. ils te font une carte, comme ils avaient fait avec les F à l'époque, là. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je te jure, c'est le nombre de refus qu'on a sur ce combattant. Je dis, c'est pas possible. Je te jure, je dis, c'est pas possible. En plus, c'est en amateur ou c'est en pro? Non, non, c'est en pro, Ah, Brandon c'est en Brachet. pro. C'est Ok. c'est un gars aujourd'hui. Si, Il est si, si, bon, je vois qui c'est. Bah, il hein. s'entraîne avec Mustafa Aida et tout, non? Exactement, ouais. Il est bon, tu vois, mais il n'est pas imprenable. C'est un jeune qui a une construction de carrière, c'est-à-dire que tous les combats qu'il a fait ne sont pas archi difficiles, mais c'est normal. Il est dans une logique de construction. Et Il a 6-1 aujourd'hui. Il a un palmarès en amateur qui est propre de 6-0. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est, selon moi, prenable. j'ai un Et nom qui me met en aujourd'hui, tête. J'ai un nom qui me met en tête. qui? Oussama, c'est un 66 kilos, non? Ouais, mais Oussama, il est déjà matché. Ok. Il est déjà matché sur la carte contre un autre gars. Mais ouais, bah, t'as raison. Mais il y en a plein, hein, des blazes. J'ai juste pas envie de dire ceux qui ont refusé, parce que ça allait, tu vois, c'est pas le but. Mais il y a beaucoup de gars qui ont refusé. Ok. Donc voilà, tous les 70 qui disent qu'ils veulent combattre à chaque fois, eh ben, sachez que là, il y a un combat à prendre. Le message est passé, Mika. En parlant de médiatisation, moi, j'ai été un petit peu surpris pour revenir rapidement. Je pensais que ça allait vraiment prendre plus d'effet l'après-combat de Doumbé Baki. On n'a eu qu'une seule sortie médiatique de la part de Baki, c'était son quotidien. Même s'il a explosé sur les réseaux, donc il a un demi-million de followers là actuellement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été surpris. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus de plateaux télévisés. Je sais pas si c'est une stratégie de leur part ou si c'est juste que ça a pas pris plus que ça. Mais même, hein, je pensais que, en fait,
Je pensais qu'il allait vraiment avoir une, comment dire, une plus grosse sauce, même pour Doumbé, une plus grosse médiatisation, mais ça s'est un petit peu estompé. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, ce que j'en pense, c'est qu'en tout cas, ça rejoint un peu ce que je pensais juste après combat. J'étais pas dans l'émotion, puisqu'en fait, moi, je suis ni copain avec Baki, ni copain avec Doumbé, donc j'étais pas du tout dans l'émotion, j'étais dans le factuel. Et quand moi je vois ça de l'extérieur, bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour Baki. C'est-à-dire que pour moi, bah, je vise forcément l'UFC de septembre à Paris. Et ça passe par quoi? Ça passe sûrement recombattre au RS ou recombattre dans une organisation française qui va faire que je vais monter. Et je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que clairement, la stratégie, on l'a vu, c'est soit vous payez un demi-million d'euros et on offre une revanche, entre guillemets, une revanche à Doumbé dans le sens, quand je dis entre guillemets la revanche, dans le sens où il n'y a pas eu de KO ni soumission, c'est sur un fait de combat un peu litigieux que le combat s'arrête, mais entre guillemets, c'est la position aujourd'hui qui est donnée du coin à Baki, c'est de dire, bah, soit vous nous payez un demi-million et on reprend le combat, ou soit bah, je continue ma route avec une organisation autre, donc à mon avis c'est le RS, je refais ma ceinture ou je refais un combat contre un Blaze, et derrière bah, j'embrasse ma carrière à l'UFC. C'est ce que je pensais depuis le départ, c'est ce que je pense être le plus intelligent aujourd'hui pour Baki, c'est-à-dire de ne plus vivre dans le spectre Doumbé parce qu'on sait que médiatiquement Doumbé a beaucoup plus d'influence que lui. Donc son but maintenant à Baki, c'est d'exister en dehors du phénomène Doumbé. Et de l'autre côté, on a Doumbé qui, lui, a bien, plus ou moins bien géré la communication en France sur ce combat en disant de toute manière, pour moi, c'est pas une défaite parce que un round partout, tout était à faire et je prenais l'ascendant sur le combat. Et du coup, l'intervention de l'arbitre, elle arrive à un moment où c'est moi qui reprends le dessus sur le combat. C'est plutôt aujourd'hui beaucoup de gens enfin, ont en tête ce scénario. J'ai Donc pas en réalité, l'impression. bah, en fait, dans le coin, dans tous ceux qui supportent Doumbé, c'est la version pro Doumbé. Et dans tous ceux qui sont pour Baki, c'est la version pro Baki. Au milieu, tu as une partie bah, qui est plutôt neutre et qui retiendront à la fin une victoire de Baki. Mais ce que je veux dire en soi, je pense pas que médiatiquement, je pense pas que Doumbé il a été archi impacté. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du point de vue MMA, combattant MMA, quand tu vois que même des Daniel Cormier ou même beaucoup de combattants expérimentés te disent ouais, c'est quoi ce gars-là qui arrête le combat pour une écharde? Et clairement, l'image de Doumbé a pris un coup. Elle a Je pris un pense que coup, ouais. pour les spécialistes MMA, ceux qui vivent le MMA et qui sont connaisseurs du MMA, tout le monde se dit non, il y a un truc bizarre dans cette histoire. Maintenant, si tu me parles de la communauté de Doumbé, pour moi, il n'y a eu aucune incidence. Et si Doumbé recombat, comment dirais-je, au PFL à Paris, bah, il refera ça le comble. Et pareil, je pense que Doumbé, il a tout intérêt maintenant à prendre des internationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois pas l'intérêt pour Doumbé de reprendre un Français tout de suite. Surtout que qui tu voudrais mettre en face de Doumbé en tant que Français? Tu vas le mettre contre qui? Soit il affronte Abdouragimov, et là, ça fait un combat de Pourquoi ouf. pas un Michael Soit, Lebou contre Doumbé? Ouais, non mais soit tu mets Ibrahimane contre Doumbé, soit tu mets Abdouragimov contre Doumbé, mais faire une revanche contre Baki, c'est ce que je pense. Moi, ça ne m'intéresse absolument plus. Sportivement, je suis d'accord avec toi, mais par contre, pour son image, je pense que ça pourrait peut-être lui permettre de se relancer parce que j'ai l'impression que ça a été très mal géré de leur part, l'après-combat. Autant sur les tweets, sur les blagues qu'il a fait, et autant sur la communication, on l'a juste vu passer sur Click TV là, de Mouloud Achour, sur Canal+, et derrière, c'est le silence. Donc, je sais pas si c'est la période du Ramadan qui fait qu'il s'est un petit Ouais, peu mis au retrait. En tout cas, voilà, je trouve qu'il y a une mauvaise stratégie de communication de moi, l'après-combat. c'est ce que j'allais te dire. Et bien en plus, tu sais que moi, je suis loin de tout ça et je m'en bats les couilles à mort, c'est-à-dire dans le sens où je ne juge pas un combattant. C'est-à-dire que pour moi, on dissocie le combattant du perso. Mais après, je pense que Doumbé, il est archi taquin. Il est un personnage comme ça qui est archi taquin, archi vendeur, qui est parfois aux limites de ce qu'il doit faire ou pas faire. Mais ça, c'est mon avis, hein. Chacun a un degré d'acceptation différent. Mais autant je pense que le fait qu'on soit dans une période Ramadan fait qu'il soit silencieux parce qu'il s'est consacré à ça et uniquement à ça. Et donc, entre guillemets, ça se respecte, c'est sa conviction, et là, je le comprends. Il l'a dit tout de suite après le combat. Maintenant, la chose la plus importante, entre guillemets, arrive et c'est le Ramadan. Est-ce que c'était une stratégie de communication? Sincèrement, je ne le pense pas. Maintenant, je pense qu'après le Ramadan, il va revenir dans sa communication et voilà, c'est.
Mais quoi qu'il arrive, pour être honnête, quoi qu'il arrive, je pense que ce combat-là n'intéresse plus. Moi, c'est ce que je pense, hein. Le combat Baki Doumbé, il n'intéresse pas forcément. En Maintenant, la fait, réalité, attends, hein, si ce combat-là se fait, quoi qu'il arrive, je vais le regarder. Je suis pas un bien menteur, sûr, je vais le bah, bien regarder. sûr. Ça va Mais dépendre comment ils se vont. je pense que si tu vas chercher d'autres Français sur la carte du PFL, et donc les combattants français qui sont signés au PFL actuellement, c'est Ibrahim Mané ou Abdul Abdouragimov, je pense que c'est 1000 fois plus vendeur. Et si tu fais un Abdul Abdouragimov contre Cédric Doumbé, bon, bah là, c'est bon. Là, tu remplis un stade de foot. Après, ça va aussi dépendre, Mika, de qui sera le diffuseur. Parce que je suis sûr que si c'est DAZN, crois-moi que ça va être. En gros, ça va être beaucoup plus facile de le vendre. Si c'est RMC qui ont les droits parce qu'ils vont faire des interviews, parce qu'ils feront des films, que DAZN. Je pense que ça aurait aussi beaucoup d'influence, que ce soit un rematch ou un autre combat. Après, à l'international, moi, je sais pas. J'ai l'impression du fait qu'il a perdu contre Baki, parce que qu'on le veuille ou non, au final, c'est une victoire du côté de Baki. J'ai l'impression qu'il faut qu'il essuie cette défaite. Comment? Soit en réaffrontant Baki ou peut-être en affrontant un autre Français, comme tu l'as dit. Après, j'ai Ibra, il est pas disponible parce qu'il est dans le tournoi du PFL Europe. Donc, si ça peut se faire à l'avenir, oui, mais pas en tout cas dans les mois à venir. Abdul, je pense que c'est un gros risque pour Doumbé. Et même Abdul, il a rien à gagner, à part peut-être médiatiquement parlant. Et encore parce que financièrement parlant, au PFL, on sait qu'il a un bon contrat. Donc, je pense pas que ce sera intéressant pour lui d'affronter Doumbé, qui est classé, je pense, plus que 100 places derrière lui. Enfin, on a l'actuel champion du Bellator, Jason Jackson, qui l'a call out. D'ailleurs, il y a des propos qui ont été relayés. Moi, par pudeur, je ne les répéterai pas. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu que la sueur, ils l'ont cité mot pour Non mot. mais et c'est là, je vous assure, hein, et c'est là que c'est pour ça que je disais à un moment donné quand on parle du trash talking de Doumbé, je disais souvent, moi ça me choque pas parce que sur certaines choses il va pas trop loin. Ouais. Tu vois, il reste toujours sur le combattant, il va jamais sur la famille, il est toujours, tu vois, je pense que même si des fois parfois il est irrespectueux, j'ai pu le dire hein, quand il a été irrespectueux, mais c'est toujours sur le combattant. On peut toujours lui reconnaître ça, il va Mhm. jamais sur la femme des combattants, sur la mère des combattants sur, sur la religion des combattants. Il fait jamais ça. Et là, on voit, les Américains, ils sont vraiment dans un autre degré. Et là, on peut dire que c'est du manque de respect de ouf qu'il a fait. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, en France, quand souvent on disait, ouais, on n'est pas prêt pour le trash talking, on n'est pas prêt pour tout ça, on voit que les Américains, ils sont Ah, lui, il 3 en a 4 rien à 5 cirer, niveaux lui. dessus. Ouais, il est vraiment trop. Mais encore une fois, tu vois, c'est bien que, entre guillemets, c'est bien. Ça permet de relativiser ce qu'on fait en France Bah, surtout et Cédric. d'avoir un axe de comparaison, tu vois. Ça permet de dire OK. Et des fois, mes propos, ils ont été critiqués quand je disais, ouais, il manque pas de respect, il est toujours dans un trash talking, mais c'est pas du harcèlement, ça fait partie du jeu. On me l'a beaucoup reproché face à Jordan Zebo d'avoir dit que Doumbé n'avait pas été un harceleur. Mais en fait, je continue à le penser, c'est-à-dire que je pense qu'il a été dur dans sa communication, il a été actif, mais il a fait ce qu'on appelle du trash talking un peu à la Mohamed Ali, entre guillemets, dans le sens où son but était de rentrer dans la tête de son adversaire pour gagner le combat plus facilement. Mais il n'a jamais été sur la maman, sur la sœur, sur la femme, etc. Alors que là, on voit l'Américain, il arrive, il va trop loin. Tout de suite, il va Ah trop non, lui, loin. c'était ouais, direct. Mais bon, après, voilà. De toute manière, pour fermer la parenthèse Doumbé Baki, j'ai essayé, moi, de recevoir un des coachs de Doumbé, mais ça a été refusé parce que Doumbé voilà, ne le souhaitait pas. Baki, c'est entre. Après on n'a pas été identifié comme un média pro Doumbé, hein. Et après, les gens, ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je le redis, mes pronostics, c'était des pronostics sportifs, dans le sens où je voyais vraiment Baki devant, techniquement, etc. Le combat, bah, il a montré que c'était assez équilibré, mais que quand même, de manière générale, le MMA dans sa globalité avait pris le dessus sur ce combat. Mais ce que je veux dire, c'est, encore une fois, c'est pas parce qu'on fait un pronostic et qu'on pense que Baki va gagner que on est pour Baki. Non, Moi, mais. j'ai toujours dit, moi, je suis pas du Factory. Donc, les deux teams, que ce soit Team Doumbé ou Team Baki, en réalité, j'appartenais à aucune des deux teams. J'avais vraiment un aspect neutre sur le Non, combat mais et j'ai donné mon avis, quoi. de toute manière, comme on dit, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Quand j'ai été sur Gong, il y a des faits qui ont été, des propos qui ont été, on va dire, un petit peu sortis de leur contexte, où tu avais des médias sur Instagram qui prenaient mon passage et qui mettaient l'ami de Baki dit qu'il va se faire mettre KO. Donc, tu as tous ceux-là qui disent. Il y a un commentaire qui a dit, quand tu as un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Ça m'a fait rigoler. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que bah, tu as cette partie-là qui dit c'est un trait, il défend pas son teammate.
Et quand je vais, entre guillemets, pronostiquer Baki ou louer les qualités de Baki, on va dire c'est un pro Factory, c'est un pro Baki. Donc à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est voilà, ce genre de commentaires-là, moi j'en fais abstraction personnellement, surtout qu'on reçoit tout le monde. Quand je Et dis tout le monde, est-ce que ouais. ça t'a été reproché dans le plan entraînement Baki ou autre, le fait justement d'avoir fait cette sortie médiatique? Est-ce que par exemple les entraîneurs de Baki ou les proches de Baki te l'ont reproché? T'as des noms en particulier quand tu me dis les entraîneurs de Baki? Non, quand je te dis, ça peut Bah être écoute. ça peut être même Lopez dans le sens où Oui, mais forcément, j'ai eu des discussions avec Fernand, j'ai eu des discussions avec Baki, et je te jure, en Baki, et c'est là où j'ai vu qu'il était vraiment mature. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, j'ai vu ce que tu as dit, mais moi, ça m'a. Voilà, on me l'a déjà fait. T'es un tireur quand tu vois en pleine émission. En gros, Baki, regarde ce que Baki m'a dit. Baki m'avait dit quoi? Parce que moi, je l'ai contacté. C'est moi, carrément, je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, Baki, j'ai dit, t'as vu, il y a des vidéos, là, des réels qui sortent un petit peu de leur contexte. N'y prête pas attention. Voilà, je te connais. On se connaît. Je suis avec toi. Je dis, je suis à 1000% avec toi. C'est juste que, voilà, parfois, ma casquette de consultant fait que je dois prendre du recul. Je dois louer les qualités des deux combattants, des deux opposants. Et il m'a dit, bah, écoute, j'ai vu ce que tu as dit. Il m'a dit, tu as raison. La seule manière dont il peut me battre, c'est de m'éteindre. Et tu vois, en gros, bref, c'est pour te dire que j'ai vu qu'il avait pris ça avec beaucoup de recul et voilà, qu'il a pris d'une différente manière. Après, oui, j'avais eu une discussion avec Fernand Lopez à plusieurs reprises sur les différentes sorties médiatiques que j'ai fait. Mais non, en tout cas, c'était en gros pour répondre à ces commentaires-là en général, que voilà, nous, on reçoit tout le monde et on continuera de recevoir tout le monde. Que ce soit les combattants, les managers, les matchmakers, que ce soit Guillaume Pelletier, que ce soit Clément Marcoux qu'on a déjà reçu, que ce soit Fernand Lopez, Manon Furo à l'époque, je l'avais reçu, je l'avais juste interviewé, Amine Ayoub, voilà, c'est vraiment, il y a, à part ceux qui s'y refusent. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas un média qui prend parti. Et même peut-être que le fait que moi je sois au MMA Factory et que toi tu sois d'un œil extérieur, ça apporte aussi un équilibre. Parce que sûrement, peut-être que parfois je vais être pas objectif. Ça, on me le reproche souvent, mais j'accepte la critique. Mais après, parfois, c'est vrai que c'est compliqué de parler d'une certaine manière sur le Factory, par exemple, alors que je m'y entraîne. Donc, c'est comme ça apporte aussi un équilibre. Et c'est aussi ce qui fait les charmes de l'hebdomadaire. Enfin, je pense. Mais voilà. Ouais, ça roule. J'ai perdu le fil du conducteur carrément. Non, bah, pas le fil du conducteur, le fil conducteur. Non, Euh, j'ai dit le fil conducteur, commence pas. j'ai cru que tu avais dit le fil du conducteur. J'allais dire non. Non, ah oui, Non, je voulais. Non, vas-y, je te laisse poursuivre. non, bah voilà, non, c'est tout. Après, je disais sur Baki Doumbé, on peut passer à autre chose. Et j'allais dire surtout là, on peut passer aux événements pour moi. Après, à moins que tu aies autre chose, mais il y a le KSW 93 qui arrive dans 2 semaines. Je pense qu'on peut en parler. Et après, on revient à l'UFC, si ça te va. Bah ouais, en fait, justement, en parlant du KSW, je suis un petit peu étonné bah, déjà que ça se fasse en pleine période de Ramadan et surtout que la communication aussi, pareil. On parlait de communication là pour rapport à l'Hexagone, mais j'en ai quasiment oublié. Je te jure, si j'avais pas vu la story des Maîtres Fumés qui, je pense, ils ont affiché quelques combats de la carte ou quelques signatures, j'en avais vraiment oublié. Pourtant, je crois que Bah, c'est RMC qui diffuse, non? ouais, clairement, après le KSW, bah, comme tu l'as dit pendant le Ramadan, après, je pense que KSW, organisation polonaise, qu'organise la plupart du temps dans des pays comme comment dirais-je, la Pologne, etc. Eux, le Ramadan, pour eux, c'est quelque chose qu'ils connaissent même pas, entre guillemets. C'est Mhm. des choses qu'ils n'ont pas intégrées. Je pense qu'ils n'ont pas intégré qu'en France, on a énormément de combattants qui peuvent être de confession musulmane et donc du coup ça peut jouer sur la qualité de la carte et après chacun a la religion qu'il veut, mais c'est vrai que sur notre carte on le sait que énormément de combattants sont sur cette carte-là même musulmans, donc c'est vrai que ils ont relevé le défi alors que ça va pas être simple en tout cas pour eux pour les conditions dans lesquelles ils vont combattre. Donc je pense que c'est une donnée qui n'a pas été forcément intégrée par le KSW. La chose qui m'étonne sur cette carte, enfin ça m'étonne pas vraiment pour être honnête, c'est qu'on est dans une organisation polonaise et que tu as seulement 2 Polonais qui combattent sur la carte. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que beaucoup de Polonais du roster du KSW ont refusé de venir combattre en France. Et si tu veux mon avis Ils ne de peuvent pas, savoir pourquoi, c'est lié au contrôle antidopage. bien sûr. Il y a quelque chose en tout cas qui est hyper rassurant dans ça, c'est que tous les Français qui sont au KSW vont combattre sur cette carte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les combattants français, eux, n'ont rien à craindre. Entre guillemets, moi c'est comme ça que je vois le message. Et donc souvent on entend des combattants qui disent ouais mais s'ils combattent au KSW c'est parce que là-bas il n'y a pas de contrôle, etc. Bah aujourd'hui force est de constater que ces mêmes combattants
bah, ils combattent tous sur la carte. Et donc, du coup, bah, il n'y a pas de souci de dopage avec les combattants français. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être valorisant pour tous les combattants de cette carte. Donc, voilà, tous les combattants, bravo à vous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la carte en elle-même, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou non? C'est bon. Let's go. J'ai vu qu'il y avait quelques signatures comme Boubacar Niakhaté. Il y a un combat qui m'a l'air pas mal, même si c'est pas le plus, Je sais moi, c'est le plus lequel connu. et je suis archi d'accord avec toi, Ibi. Ramzan contre El Hadj. Et là, exactement, je suis archi d'accord avec toi, Ouais. Ibi. Et je trouve que c'est un combat qui, bah, en fait, ça va permettre aussi, peu importe l'issue du combat, déjà, ça va permettre, on va dire, à El Hadj de montrer son potentiel, parce que je vous jure qu'il est bon, il est hargneux. Est-ce que tu te rappelles le combat qu'il avait fait en Angleterre, quand il est pris dans un Exactement. triangle et qu'il tape pas? Et qui tape pas et qui Il est gagne le vraiment dur combat au même. mal. Je vous jure qu'il est vraiment dur au mal. Et derrière, bah, on a, enfin, en face, on a Ramzan Jambiel qui est connu depuis son passage chez Ibra TV, qui a essuyé enfin, sa deuxième défaite, mais sa première en MMA sur sa dernière sortie. Donc, je pense qu'il peut aussi créer la surprise, El Hadj. Il peut créer la surprise parce qu'il est inconnu au bataillon, mais on sait que techniquement, il est fort. Il est dur au mal, comme je le disais. Et moi, je trouve que ça va être une belle opposition. Bah écoute, franchement, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais te dire. Je vais commencer par l'un des combats qui me hype le plus et que beaucoup euh, peuvent sous-estimer. J'ai même envie de dire que c'est peut-être l'adversaire de plus dur que Ramzan va être amené à combattre. Même si son dernier adversaire, Isaïe Ramos, il était vraiment fort, hein. Mais Mhm. attention, Eladj Ndiaye, c'est pas un faire-valoir. On a mis vraiment en face de quelqu'un de Ramzan Jambiev, quelqu'un d'assez dur, qui a combattu à 3 reprises au Cage Warrior, qui a déjà gagné au Cage Warrior. C'est quelqu'un qui a fait déjà des sorties en Angleterre, je crois, c'est sa quatrième ou cinquième sortie. C'est quelqu'un qui connaît la cage. Il parle pas beaucoup, Eladj, mais il s'entraîne dur depuis longtemps. Je pense que ça va être l'un des beaux combats de cette soirée. Et connaissant Elatch, c'est un combat qui peut aller au bout. En tout cas, c'est vraiment un combattant qui, même s'il se fait dominer, peut aller au bout et restera dangereux tout au long du combat. Donc, je pense que ça va vraiment être un beau combat. Mais tu sais que Ensuite, sur le papier, là, quand on enlève la hype, pour moi, il est favori, hein. Parce que en termes d'adversité, il est je favori. suis En termes assez d'accord. d'expérience aussi, parce qu'il a pris des gars durs au Cage Warriors. En plus, c'était souvent genre, je crois qu'il avait combattu au Cage Warriors en Italie contre un Italien. On sait déjà comment c'est le Cage Warriors quand t'affrontes des Anglais. Bah lui, il était dans ce genre de position. Mais si tu restes, vas-y, vas-y, pardon. Non, ou Vas-y. parfois, voilà, c'était des décisions mitigées pour la plupart, j'ai l'impression. Où il méritait parfois de gagner, mais sauf que voilà, il était pas chez lui, donc ça se transforme en défaite. Mais voilà. Et ce que j'allais te dire, c'est si tu regardes un peu plus sur l'analyse, parce que moi aussi sur les stats, sur l'expérience, je vois un peu Eladj devant. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est que Jean-Bief, il maîtrise la pression maintenant. Et il y a un post après sa défaite qu'il avait mis que j'ai trouvé intéressant. Il a dit, bah maintenant que j'ai perdu, j'ai plus de pression. Entre guillemets, c'est que tout le monde attendait ma chute, elle est arrivée, et bah désormais je vais combattre sans pression. Et je trouvais que c'était intéressant en tout cas cette manière de voir parce que nous, on se rend pas forcément compte. Mais peut-être que lui, il vivait beaucoup cette pression en se disant tous mes haters, ils veulent me voir perdre. Et maintenant, il sait que bah, au final, il s'en fout, tu vois, parce que c'est Non, fait. Mika, enfin, de mon ressenti, je dirais pas que c'est question de haters. Forcément, regarde, euh, il a été connu de par son passage chez Ibra TV. C'est pas péjoratif ce que je veux dire. En gros, sur le plan performance sportive, c'est pas un. Comment dire? J'ai pas envie de le comparer à un autre combattant. Déjà, j'ai pas de nom en tête, mais en gros, il n'a pas été connu parce qu'il a affronté, par exemple, le 30e mondial. Il n'a pas été connu, par exemple, comme Benoît Saint-Denis, qui affronte des gars vraiment bien classés et qui arrive à les surclasser, qui arrive à les finir. Lui, il a vraiment été connu parce il a été chez Ibra TV. On sait que les vidéos d'Ibra TV elles font des millions de vues, donc c'est comme ça qu'il a été connu. Mais par exemple, lorsqu'il fait ses débuts au 100% Fight, enfin, ouais, contre Michael Ben Simon, par exemple, on sait que voilà, Ben Simon, c'est pas un vrai combattant. Derrière, je sais plus qu'est-ce qu'il affronte, mais voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas eu d'adversité réelle, tu rigoles. Il Ouais, n'a quand pas tu as eu. dit que c'est pas vraiment un combattant, on va avoir Golden Boy sur les côtes, il va nous faire une vidéo. Eh, salut les gars, En gros, Michael, non, tu vois? Michael Golden Boy Simon. Si je suis pas un vrai combattant, alors AB vient de battre avec moi sur les tatamis.
Je pense que vaut mieux qu'ils te prennent, vous vous rapprochez un petit peu plus au niveau de la Bah catégorie. vas-y, gros, je lui laisse pas une minute. Une minute, je le tords en deux. Et donc, en gros, tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, voilà, sans manquer de respect à Ramzan, en plus, je vois qu'il a des qualités sportives, des qualités Ouais, il est athlétiques. athlétique, ouais. Par contre, où je me pose la question, c'est que avec qui est-ce qu'il s'entraîne? Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait une rumeur qui disait qu'il avait quitté la Hatch Academy, qu'il était dans le sud Mais avec il Aldric. s'entraînait exactement, mais une fois, j'ai commenté. Tu sais, j'ai commenté Ramzan au KSW et je me posais la question de savoir si je pouvais dire qu'il s'était entraîné au Boxing Squad et tout. Et j'avais envoyé un message à Aldric. Et Aldric, en gros, m'a dit il est là, mais il n'est pas assez régulier pour que je puisse te dire qu'il s'entraîne avec moi. Ok, À tu l'époque, hein, vois, ça remonte à longtemps, à ça. moins d'un an. C'était à moins d'un Et- an. Parce que moi, je me ouais, rappelle, ouais, ça fait moins d'un an, non, mais pour te Ouais. dire que, en gros, il s'entraînait là-bas fut un temps, mais tu vois, sa régularité Et fait derrière, et ouais, on voit que c'est Nicolas qui est dans son coin. Même lorsqu'il y a eu le problème de pesée, finalement, après, il combat en catchweight, je crois. Bref, il gagne le combat. Il lui trouve un autre adversaire. Derrière, il recombat, mais c'est pas Nicolas dans son coin, tu vois, à ce moment-là. Et je trouve que ça, c'est un petit peu. Je sais pas si on en avait parlé dans le podcast, mais si on en avait déjà parlé, on a du mal à lire, euh, et, comment dire, en fait, on ne sait pas, c'est un peu la boîte noire, on ne sait pas du tout qui s'occupe de lui, qui l'entraîne, c'est ça. et c'est vrai que on n'arrive pas à savoir réellement s'il y a une cohérence entre ce qu'il fait au quotidien et qui vient et coacher le jour J, tu vois, et c'est Aux vrai qu'il y dernières a... nouvelles, je crois qu'il était même en Pologne, pour te dire. Il s'entraîne en Pologne, Ouais, ouais. sur ses dernières stories. Donc, en gros, c'est voilà, de ma petite expérience, c'est pour faire passer un message aux combattants, de trouver leur stabilité, je trouve que c'est très important. Et de ne pas chercher à changer de salle 36 000. Je les vois les commentaires arrivant en disant, ouais, mais toi, tu parles, t'étais à Hobby Fight, t'étais à... Non, moi, j'ai fait mon club formateur, le Kumite Team. Ensuite, j'ai été à Hobby Fight et au Kumite Team. Et derrière, Hobby Fight, ça a fermé, donc je suis au Factory. C'était pour anticiper les commentaires. Mais en gros, je trouve que c'est très important d'avoir son équilibre, d'avoir son staff, d'avoir ses coins. Après, forcément, parfois, il se peut que les coins avec qui vous partez, ils sont pas disponibles. Ça arrive. Mais en tout cas, c'est important, je pense, d'avoir sa stabilité, ses corners, voilà, et de pas tout le temps changer. Je pense que ça peut jouer dans les performances. Ouais, après, sur l'analyse en termes de compétences, on a un LH qui debout est dangereux avec son taekwondo, etc., qui est dur au mal. Et on a un Ramzan qui est quand même très bon en lutte et qui pourrait pourrir le combat au sol. Donc le combat, en fait, il va être dans la capacité à LH de pouvoir se relever et d'être dangereux quand il va être sur le dos. Un peu comme Ramzan, on l'a vu, il s'est fait surprendre sur cette clé quand il a amené le combattant au sol. Et Ramzan, lui, ça va être la possibilité de ramener le combat sans se mettre en danger quand il est au sol. Je pense que le combat, il va jouer sur ça. Maintenant, on va voir plus en détail. Ensuite, sur cette carte du KSW, bah, il y a la signature de combattants comme Aymar Guy, qu'on ne présente plus, qui fait partie des meilleurs représentants français. C'est un peu un ancien du game, Aymar, qui était l'ancien champion de l'Hexagone. Son dernier combat en date, c'était contre Walter Gaza. On a aussi Laïd Zerouni sur la carte, ancien champion aussi de l'Hexagone. C'est marrant, il y a que des champions de l'Hexagone, puisque tu as Varela aussi qui est un champion de l'Hexagone. En fait, tu as les trois champions de l'Hexagone Il qui y a, sont sur il la... y a- il y a une passerelle, je crois, entre les deux organes. Ouais, bah en fait, c'est parce que j'explique pourquoi. C'est parce que le KSW autorise les combats qui. En fait, ils autorisent à combattre dans une autre organisation. Si c'est en France, par exemple. Par contre, eux, comme ils organisent jamais en France, c'est la première fois. C'est pour ça qu'il y a un peu ce phénomène. Mais sinon, en gros, sur le territoire français, ils ont tous Mhm. une autorga, c'est l'Hexagone. Et en Pologne, ils sont tous au KSW. Les trois là, ce sont des gars qui sont des doubles signatures. Et en plus, je crois que les trois sont managés par le même manager, à savoir Résilience MMA. Donc du coup, sur cette carte, il y a le retour de Alphan Rocher Labs. Lui, c'était le champion du MMA GP. Il a fait son premier combat au KSW. Il s'est fait, bon, on peut le dire, il s'était fait malheureusement, ouais, j'aime pas trop ce mot, mais il s'était quand même fait rouler dessus. Il avait malheureusement rien proposé. Euh, et il avait perdu contre Islam Jabarilov. Là, il combat une deuxième fois, donc j'espère pour lui que ça va mieux se passer que la première fois. Je pense que la première fois, il y avait trop de pression autour de son combat.
Ensuite, on a un autre combat franco-français qui me semble un peu déséquilibré. J'ai quand même le sentiment que Laïd Zerouni est largement favori devant Boubacar Niakhaté. Après, c'est une grosse opportunité hein, pour Boubacar Niakhaté qui va combattre contre Laïd. Maintenant, Laïd, on le sait, il a trouvé un bon rythme. Il a fait une entrée au KSW fracassante en Ouais, signant un KO magnifique au premier round en 12 secondes face à un ancien du game, Bartosz Fabinski. Il est sur 3 victoires consécutives aujourd'hui. Il est même sur 5 victoires sur ses 6 derniers combats. Donc c'est quelqu'un, en tout cas aujourd'hui, Laïd, qui commence à prouver qu'il est solide. Ses 5 victoires, et sur ses 5 dernières victoires, c'est 3 par KO, 2 par soumission. Donc Laïd, il commence à montrer que c'est un combattant sérieux, en tout cas ouais, chez les 84 kilos. Alors que Niakhaté, lui, il est quand même plus sur le déclin, hein. Clairement, Boubacar Niakhaté, il est sur le déclin. Donc, c'est un combat qui s'est fait, je pense, parce qu'on avait des difficultés à trouver un adversaire à l'Aïd. Maintenant, Niakhaté, c'est quelqu'un qui reste sur 2 victoires consécutives, notamment au 100% fight. C'était contre la filière ukrainienne, le dernier combat. Donc, je te laisse, je te laisse entre guillemets, faire les conclusions que tu veux. Mais c'est vrai que c'était pas le combattant le plus difficile qu'il a affronté. Ces 2 combats depuis 2017, il a combattu que 2 fois, donc c'est peu d'activité au final pour Boubacar Niakhaté. Voilà, c'est clairement pas le favori dans ce combat, mais ça va être une opposition franco-française et on a hâte de voir ce combat. bien Ensuite, il y sûr. a Ouais. Prince. Vas-y, vas-y, bah, je te Non, laisse. non, je disais juste que c'était. Après, forcément, je pense que les deux, ils n'ont pas les mêmes ambitions là actuellement. Boubacar, je pense que voilà, c'est juste une opportunité, une belle opportunité qui s'est présentée à lui. Mais voilà, je pense pas qu'il aspire en tout cas à faire une grande carrière là actuellement, en tout cas. Peut-être à l'époque. Après, il est plus tout jeune en plus. Donc, ouais, forcément, je pense que voilà, ça va être un beau combat quand même. Même si, comme tu l'as dit sur le papier, Laïd, il est favori. Après, il a quand même du feu dans les pompes, Boubacar, mais c'est vrai que ces derniers temps, il est pas très très régulier au niveau de l'activité. Donc voilà, je te laisse poursuivre. Ensuite, donc du coup, on a Prince Aounala qui affronte Michal Martinez. Je ne le connais pas, pour être honnête. Voilà, Prince, lui, pareil, hein, depuis qu'il a signé, on va dire, à l'Hexagone, bah, c'est un perfect. Là, il est sur 3 victoires à l'Hexagone. Il a pris la ceinture. Il est sur 4 victoires consécutives. C'est quelqu'un qui avait eu un passage difficile en 2019 avec un retour victorieux en 2022. Maintenant, c'est quelqu'un qui a eu aussi une petite construction de carrière depuis son retour là en 2022. J'ai quand même le sentiment que l'adversaire qu'on lui met en face, il est assez solide. Il faudra être méfiant. C'est quelqu'un qui a fait la CA, le KSW et qui a notamment fait le Contender Series. C'est quelqu'un qui perd, mais qui perd quand même contre des gars qui sont très solides en général. Donc ça va être un gros test en tout cas pour Prince, le combattant qu'on lui a mis. Et j'espère qu'il va poursuivre en tout cas sa série de victoires. En l'espérant, Ensuite, mais comme tu l'as dit, vas-y. en fait, c'est vrai que c'est un ancien aussi du game, Prince, hein. Il est de l'ancienne génération. Il a eu une carrière qui a été au début compliquée. Et comme tu as dit, ces dernières années, depuis son retour, il a su en tout cas faire peau neuve. Et d'ailleurs, il est même, je crois, double champion enfin, double champion. Il a pris la ceinture contre Paul Emmanuel Niaz, celui qui a affronté Sofiane Boukishou. D'ailleurs, je crois qu'il a défendu. Donc, en gros, voilà, il a su défendre sa ceinture. Et après, je sais pas par contre si c'est juste une passerelle qu'ils font au KSW ou si ils sont signés définitivement là-bas. Parce qu'on sait que là, il y a Hussein Varela, il y a Laïd Rouneux aussi qui est champion. Donc, je sais pas si tu as des informations là-dessus. Non, c'est pas ils pourront recombattre à Ok, l'Hexagone derrière. ok, C'est d'ailleurs même l'Hexagone a fait une publication en disant nos champions. C'est pas ok, nos ex-champions, c'est nos champions. ok. Ensuite vient le Common Event. Wilson Varela, moi je l'avais dit, c'est un peu la révélation de l'année 2023. Ouais, C'est quelqu'un qui avait combattu 5 fois, 5 victoires en 2023. C'était pour moi le combattant qui avait le plus performé, entre guillemets, chez les moyennes organisations. Il avait combattu à l'Hexagone, à l'UA Warrior et 3 fois au KSW. ouais, C'est aujourd'hui sur la carte, il va affronter l'adversaire que Saladin Parnasse aurait dû affronter à 2 reprises, Zlokowski. Marian Zlokowski, c'est un combattant qui est hyper fort. Moi, je le connais parce qu'à l'époque où j'avais été
combattu en Pologne, il combattait sur les mêmes cartes que moi. Il Mhm. est vraiment complet, c'est un fin technicien pied-point, etc. Et c'est le combattant qui s'est désisté à 2 reprises face à Saladin Parnasse. Et le Coven Event, en fait, c'est Varela contre Zlokowski. Zlokowski, il revient d'une opération au genou. C'est selon moi le combat qui peut propulser Varela sur le devant de la scène. Et je pense même que c'est le combat qui potentiellement pourrait faire que Varela devient un potentiel futur combattant qui signe à l'UFC. Aujourd'hui, Marian Zlokowski, pour avoir une idée de où il se situe, il est situé numéro 53 Fight Matrix Lightweight. Je sais pas si on se rend compte, en France, je crois qu'on a que 5 combattants qui sont dans le top 50. 5 ou 6 combattants. Être top 50 du Fight Matrix, c'est vraiment un truc de ouf. Et Wilson Varela, s'il bat ce gars-là, il est potentiellement 75e, 70e Fight Matrix derrière. Donc ça le propulse directement comme le combattant le mieux classé chez les lightweight derrière ceux qui sont à l'UFC actuellement, donc derrière Fares et derrière Saint-Denis. En tout, Ça le mettrait même devant Mansour Barnaoui, par exemple. Aujourd'hui, Varela, franchement, il est, pour vous donner une idée, il est 160, 163e. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si on se rend compte pour Varela, mais c'est vraiment un gros défi. Maintenant, quand je vois la saison de Varela qu'il a passée, je pense que Varela peut le faire. ouais. Je pense qu'il peut le faire parce qu'il a une maturité maintenant dans son jeu et il a enfin réussi à transporter tout le bagage pied-point qu'il avait. Je pense que désormais, il a la capacité en MMA de faire qu'il craint moins la lutte, etc. Et ça le rend hyper dangereux et il peut reproduire ce qu'il a acquis au long de toute sa carrière en pied-point. En face de lui, on a un combattant qui va revenir de blessure. On a un combattant qui va être hué à mort dans l'enceinte de l'Adidas Arena parce que tout le monde a en tête qu'il a pull-out 2 fois alors qu'il devait affronter Saladin Parnasse. Donc clairement, il y a une carte à jouer pour Varela et je pense que c'est un combat qui peut faire énormément de bien à Varela. Il serait sur 7 victoires consécutives. Il serait classé 6 victoires consécutives, pardon. Il serait classé dans les numéros 100 mondiaux. Derrière, on sait qu'il défend sa ceinture à l'Hexagone au mois de juin. Donc clairement, ça deviendrait potentiellement pour moi l'un des combattants qui pourrait créer la surprise et rentrer dans le roster UFC. Voilà, je lui souhaite en tout cas le meilleur comment dire, pour la suite. Et à savoir aussi que c'est lui sur la carte qui affronte le combattant le mieux classé. C'est-à-dire que même l'adversaire que Saladin va Ouais. affronter, n'est pas mieux classé que Marianne Zlokowski dans la catégorie des 70. Voilà, c'était juste pour En la tout petite cas, on lui information. souhaite le meilleur et c'est une belle rédemption parce que c'est vrai qu'il avait connu à un moment donné des difficultés, des défaites durant sa carrière. Mais là, comme tu as dit, il est sur 5 victoires consécutives, des belles performances, des beaux finishes. En tout cas, on lui souhaite une belle performance pour ce KSW à Paris. Euh, on aura Saladin Mika en main event qui défendra sa ceinture des lightweight, si je ne m'abuse, C'est ça, contre le champion intérimaire des lightweight. Et c'est marrant parce qu'en fait, justement, le fait qu'on suive le KSW juste parce que Saladin est là-bas depuis un petit moment et maintenant qu'il y a d'autres Français, moi personnellement, j'étais même pas au courant qu'entre-temps, il y avait eu un champion intérimaire des lightweight. Donc c'est lui qui va affronter lors du premier KSW en main event. exactement. Septième main event de Saladin Parnasse au KSW en 12 combats. Comme tu l'as dit, bah, Valeriu, il est passé champion intérim de la KT, voilà, sans que ça fasse forcément beaucoup de bruit. Il est sur 4 victoires consécutives. Mais voilà, au classement mondiaux, il est derrière Marian Ziolkowski. Maintenant, c'est un combattant qui est archi dangereux. Je le connais aussi, ce combattant-là, parce qu'il avait affronté Teddy Violet à l'époque. Et il avait gagné contre Teddy Violet par guillotine au deuxième round. À l'époque où Teddy Violet était très, très, très solide, était très en forme. Donc, c'est un combattant solide, le Roumain. Il me semble que c'est un Roumain, j'ai pas envie de. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment être un combat intéressant à voir. Ça va être un combat qui va être pour Saladin, bah, pour moi, il n'y a pas trop de doute, il sera au-dessus. Mais attention, attention parce que le gars en face, il sait tout faire et il sait soumettre, il sait mettre des KO, et il sait faire des combats à la décision.
Donc voilà, hâte de voir comment Saladin va revenir, hâte de voir comment il va revenir de ce chaos aussi. Enfin, pas de ce chaos, pardon, parce que c'était une décision, mais qui a pris un gros coup durant ce combat. Hâte de voir comment Saladin va revenir sur le devant de la scène. Et voilà, et tout simplement, c'est son dernier combat au KSW. Et j'ai espoir que l'UFC derrière mette enfin des sous pour voir Saladin rentrer dans la Big League. Mais Soyons ça, honnêtes, c'est une je ne autre pense histoire. pas. Ouais, je ne pense pas. Moi, Ouais, je pense plutôt qu'il se dirigera vers le PFL, mais ça m'étonnerait que l'UFC allonge. Voilà, parce qu'on sait que, bah, à l'époque, j'avais parlé avec une personne qui me disait que lorsque Gamrot, qui était rentré à l'UFC en tant que double champion, il me semble, il a eu un contrat de base. ouais. Et Donc en plus, ils voilà. lui ont fait juste ça, la Gamrot, hein, quand il est rentré. Il lui avait mis Kutatelad et en plus, Gamrot méritait de gagner. Ils l'ont fait perdre la décision. Non, mais Donc en gros, voilà, c'est pour dire que je ne pense pas voilà, qu'il y aura un traitement de faveur. Après avoir. En tout cas, voilà, c'est dans 2 semaines le KSW Paris. Et je crois que c'est full. Je crois que c'est le sold out. je crois qu'il reste quelques places, mais il ne reste pas beaucoup. Et ouais, en tout cas, ça va être un event de ouf. Et c'est un gros pari, hein, parce que faire ça pendant le Ramadan et réussir à le remplir, c'est selon moi déjà quelque chose en soi qui, euh, qui est de l'exploit, entre guillemets, quoi. En plus, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une grosse communication forcément. Et ça m'étonne parce qu'on est à 2 semaines de l'événement. Après, sûrement, il va sûrement y avoir des films RMC ou plutôt des interviews. Mais j'ai pas vu grand-chose en tout cas. Ils n'ont pas Euh, déjà sorti un film là sur Saladin? Si, mais c'était lorsqu'il devait affronter pour la troisième ceinture en welterweight. Mais entre-temps, il y a plus rien eu. Après, c'est aussi à nous, les médias, aussi, de faire un travail, forcément, d'aller interviewer les combattants. Mais du fait que c'est RMC qui diffuse, je pensais qu'il allait avoir plus de communication là-dessus. Donc, à voir. Mika, il y a encore 2 sujets qu'on doit traiter. Ouais. C'est les récentes explications de Benoît Sandwich et Ariel Helwani dû à son staphylocoque qui a fait en sorte qu'il n'était pas, on va dire, en pleine forme pour le combat de sa vie face à Justin Poirier. D'ailleurs, on a Justin Poirier comment dire, qui a répondu, on va dire, au dire de Benoît, qui disait qu'en gros, voilà, que le fait qu'il ait eu son staphylocoque, ça ne l'a pas aidé. Après, en fait, juste après la défaite, il communique Benoît en disant qu'il y a un staphylocoque. Il y a une deuxième communication qui est faite de la part de son équipe en disant qu'il était déshydraté. Et c'est vrai qu'en fait, justement, il a remis une sorte de réel sur Instagram, Poirier, où il met KO Benoît en disant bah, il faut être hydraté, tu sais, une sorte de phrase comme ça. Et en fait, lorsqu'il retourne chez Ariel Helwani, Benoît, et qui s'explique avec plus de détails, t'as Poirier qui répond et qui dit que ce genre d'excuse marche quand tu gagnes, mais lorsque tu combats et que tu perds, c'est comme si en fait tu justifiais ta défaite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette communication-là? Non, je pense là, tu connais, Benoît, c'est un guerrier. Il a fait le choix d'aller combattre parce qu'il sait que l'UFC, si tu pull out un common event comme ça, derrière, même si c'est difficile de pull out un combat, même si tu as 70% de tes capacités. C'est-à-dire, si tu n'as pas la main cassée, le pied cassé, la côte cassée, c'est difficile d'aller pull out un combat pour un staphylocoque. C'est comme ça, c'est la dure Mhm. loi des sports. Et sur le fait que Benoît Saint-Denis n'était pas à 100% le jour du combat, ça, oui, je le pense. Je pense sincèrement qu'il n'était pas à 100% le jour du combat. Maintenant, la réalité, c'est que je pense qu'à partir du moment où tu prends la décision d'aller combattre et que tu combats, et encore pire en cas de défaite, c'est de ne jamais parler de ça. Ou du moins de laisser peut-être 1 an, 2 ans avant de revenir là-dessus. Mais je pense que c'est la plus mauvaise chose à faire, c'est d'essayer d'expliquer sa défaite. Comme je le dis, une défaite, elle s'explique avant tout parce qu'il y a une performance, on a été en dessous de l'autre. Maintenant, le pourquoi il a été en dessous de l'autre, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire qu'il a été en dessous de l'autre parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de tout donner sur 3 minutes et que s'il se faisait dépasser, bah, il était cuit parce qu'il n'avait plus les ressources. Bon. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'on est en mesure de l'écouter et de l'entendre que longtemps après pour pas que ça sonne comme une excuse. C'est-à-dire que c'est une explication qui permet à tout le monde de planter un décor, un contexte, mais on ne doit pas s'en servir comme une excuse à la défaite. C'est ce que je pense. Si, par exemple, je prends mon cas personnel et je ne reviendrai pas dessus, un jour, j'ai choisi de combattre pour la ceinture du M1 On dans en des avait parlé conditions dans et un podcast, ouais. et dans un contexte qui était archi difficile. J'ai fait le choix de combattre dans un contexte archi difficile pour moi. Et j'ai fait le choix d'aller au bout de ma démarche.
j'ai perdu ce combat sur une situation en plus qui était un peu particulière. Jamais de la vie, je suis revenu en essayant de me justifier ou d'expliquer ma contre-performance. J'ai perdu, j'ai fait un choix en sachant que je n'allais pas forcément être à 100% de mes capacités, mais j'ai jamais essayé de me justifier vis-à-vis de ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça la différence, c'est que bah, même si c'est injuste et même si on a envie que tout le monde sache qu'on a combattu qu'avec 60-70% de ses capacités, etc., Mhm. je pense que ce n'est pas une bonne chose de communiquer après un combat en essayant d'expliquer le pourquoi on a contre-performé. Je pense que c'est des choses qui doivent arriver dans le temps et qui font que plus tard, on aura une autre lecture ou une autre vision de tout ça. Mais je ne suis pas sûr que c'était une stratégie de communication intéressante de prendre de la part de Benoît. Et voilà, et après, ça retire en rien le fait qu'il a fait un round de ouf, qui nous a fait vibrer parce que tout le monde a été devant sa télé, et le fait que je suis persuadé que dans deux, trois combats, il reviendra dans le top 5 de l'UFC, c'est tout. Maintenant, surtout que j'ai envie de dire le plus dur pour Benoît, entre guillemets, le plus dur. Mais il y a des combats difficiles qui l'attendent. Quand tu vois les combattants qui arrivent aujourd'hui, c'est des combattants difficiles. Et je pense que tout le monde a intérêt à ce que qu'il y ait une bonne énergie autour de Benoît plutôt qu'une énergie autour d'une polémique qui n'a pas lieu d'être. Très peu de combattants, voire aucun combattant français n'a jamais réussi à aller affronter un combattant du top 5 de l'UFC. Il l'a fait, il a perdu. Ok, il y a un contexte. Maintenant, on passe à autre chose. Et je suis persuadé, encore une fois, comme je te dis, dans deux, trois combats, qu'il va réussir. Donc, Poirier, encore une fois, on le redit pour ceux qui l'enterrent trop vite, c'est le saint Graal du MMA. Ouais. Il y a peu de combattants qui sont capables de faire ce que Poirier a fait dans sa carrière. Mais quand je dis Bah, peu, c'est que il fait partie, pour moi, c'est un Hall of Fame sûr et certain de oui. l'UFC. Oui. Poirier est un Hall of Fame de l'UFC, à la même image que Oliveira, à la même image que, comment dirais-je? Ah, je l'oublie. Mais c'est un futur. Khabib. Non, non, bah, Khabib, c'est différent. Mais Mhm. non, pour moi, ils sont trois dans le cas de Poirier. Tu as Poirier, Charles de Bronx Oliveira. Gage. Et bah, Gadji, on peut le mettre, mais c'est un troisième à chaque fois, j'oublie, c'est pas grave. Ouais, en tout cas, il a aussi en gros dit qu'il voulait affronter Dariush, mais je crois qu'il voulait faire son retour dès le mois de juin. Après un KO comme ça, je pense qu'il faut mieux, surtout qu'il a enchaîné pas mal de combats en une année. Et mis à part les préparations physiques, les camps d'entraînement, il y a aussi le fait que 4 combats, bah, c'est égal à 4 coachings. Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut quand même laisser le corps se reposer. Et faut faire attention au capital santé parce qu'il est dans une catégorie qui est la plus relevée. Et de par son style, on sait que c'est quelqu'un qui va beaucoup à la bagarre. Et tu sais, il y a un fait qui est réel, c'est que tu as juste à regarder les combats, le visage de Benoît Saint-Denis au Brave, ou au début de sa carrière, ou à l'European Beatdown, et son visage là, tu vois que son visage il a changé. Ça me fait penser à toi, Mika, avant que tu combattes au M1. Je te jure, tu regardes, t'avais une tête toute jeune, et le fait d'avoir pris bah, pas mal de dégâts, bah tu vois que le visage il change à un moment donné. Mais moi, c'est Ah, pas. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas au M1, mon gros, hein. ah C'est ouais? juste. C'est entre le M1 et c'est avant le M1, c'est à la fin de l'UFC et entre le M1. C'est entre là. Parce que moi, c'est surtout J'ai eu deux grosses guerres, c'est je me suis fait casser le nez à l'entraînement. Et ensuite avec Ryan Scott, mais au M1, si tu regardes tous mes combats, j'ai pris peu de coups, hein, mon gros, au M1. Mhm. J'ai pris vraiment peu de coups au En M1. tout cas, ça m'avait. Je suis sûr, c'est parce que tu avais posté une photo un jour sur Instagram et j'avais vu Ouais, la non, mais différence et clairement. c'était fou. Après, bien Après, c'est sûr qu'aussi. l'exigence je te jure, c'est l'exigence du haut niveau. Bien Et moi, j'ai sûr, même mais il y pas a aussi le été. style de combat, on est d'accord. Voilà, exactement. Et moi, j'ai même pas été, on va dire, aujourd'hui, ce qui flirte à aller Thiago Moïse et tout. Moi, j'ai jamais affronté des mecs qui étaient aussi bien classés que ça. T'imagines Poirier, c'est ce qu'il fait de mieux. Ouais. Après, pour revenir sur le fait que c'est un combattant qui prend beaucoup de coups, ça, je l'entends. C'est un combattant qui engage au capital santé à chaque combat. Je suis d'accord avec toi. Il a quasiment fait presque un don à chaque combat. Maintenant, moi, ce que j'aime chez Benoît, c'est ça. Ce que j'aime chez Benoît, c'est que c'est aujourd'hui le seul combattant français, même si c'est illogique, même si c'est irrationnel, même si ce qu'il dit parfois nécessite qu'on le calme. C'est-à-dire que je parle de son coin, de son staff, de son manager, Guillaume Pelletier, Daniel Voire. Mm. Même si ça nécessite que tous ceux qui sont autour de lui le calment, ce que j'aime chez lui en tant que combattant, c'est qu'il te dit, il a perdu par KO.
ouais, c'est rien, je vais me relever. Dans 3 combats, je te pète la gueule. Et là, j'aimerais combattre 2 fois d'ici Bercy. Et ça, c'est quelque chose qui, forcément, bah, en tant que combattant, je parle, force le respect. Maintenant, d'un point de vue, est-ce que c'est intelligent pour lui à long terme pour sa gestion de carrière? Effectivement, ça peut questionner. Ça peut questionner, surtout que d'affronter Dariush au mois de juin, c'est un gros morceau Dariush. Est-ce qu'il ferait pas mieux d'affronter peut-être quelqu'un qui est en dehors du top 15 pour se refaire et à Bercy prendre un gros défi? Tu vois ce que je veux dire? C'est non, mais il y a plein de questions à se poser. Il y a est-ce que d'aller affronter un spécialiste seul au mois de juin avant Bercy, c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se poser comme question. Maintenant, moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est que il se fixe des défis. Et franchement, sur chacun de ses combats, ce que j'aime, c'est qu'il aborde les combats comme s'il affrontait le numéro 200e mondial ou 300e mondial. C'est-à-dire qu'il a affronté Poirier comme il a affronté un mec qui est pas classé et c'est ça qu'on peut aimer chez lui. Maintenant, ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'à un moment donné, dans son style de combat ou sa manière de gérer sa carrière, il se pose les questions sur le fait qu'une carrière, c'est long et que tel qu'il est parti, il ne lui permettra pas d'avoir une carrière à la Dustin Poirier où il fera 30, 40 combats à l'UFC. Merci Mika pour pour ton éclaircissement. J'ai essayé en plus de faire en sorte qu'on reçoive Benoît. Malheureusement, ça a été refusé et je trouve ça dommage de ne pas l'entendre en tout cas s'exprimer chez un média français. Il a été chez Ariel Helwani, c'est bien, mais il faut pas oublier que la fanbase, elle est ici en France et que bah, je pense qu'après un tel combat, après une telle attente, je pense que c'est bien de parfois recevoir les combattants, que ce soit après une défaite ou après une victoire. De toute manière, le soutien, en tout Surtout cas. qu'on a ouvert les portes aux combattants français à tous, Ouais, donc bien avant qu'ils explosent. c'est vrai que je voulais passer un petit coup de gueule sans trop le passer, mais voilà, ce serait bien de pouvoir en tout cas recevoir les combattants, même lorsqu'ils explosent, surtout qu'on enfin, avec le, le peu de visibilité, je ne prétends pas qu'on donne la lumière aux combattants, mais en tout cas, voilà, que ce soit les combattants connus ou pas connus du tout, on reçoit tout le monde. Donc en espérant qu'il pourra en tout cas revenir, parce que je pense que ce serait intéressant de le recevoir et de revenir sur ce combat et bien sûr de la suite. Mika, il nous reste deux sujets à traiter. Donc, on parlait de Cyril Gane en début d'émission et il y a Manon Fiorot qui viendra, qui recombattra en main event là ce week-end contre Erin Blanchfield. C'est bien ça, hein, Mika, hein. Je l'ai bien. Tu peux écorcher le nom. C'est parfait. Bah, après, tu me demandes à moi, gros. C'est parfait, Ivy, c'est parfait. Et donc, Euh, ouais. Vas-y, non, bah vas-y. Non, mais en fait, je me viens de me rendre compte qu'on n'a pas du tout fait en sorte de recevoir ni Manon ni Aldric. Mais c'est vrai que par le temps, je te jure, je pensais que c'était d'ici 2 semaines au moins. Et bah, j'espère qu'on a vraiment le temps de recevoir Aldric. Maintenant, ça va être compliqué parce qu'elle rentre en Fight Week, ça veut dire là, d'ici quelques jours. Donc, il y a le cutting, il y a la concentration. Donc, c'est compliqué de recevoir un combattant juste avant le combat. En tout cas, on fera en sorte de recevoir Aldric et, pour parler de la suite parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions. Il y a eu la confirmation de la trilogie entre Valentina Shevchenko et Grasso, alors que Manon, elle est tout à fait légitime en fait pour affronter la championne qui est actuellement Grasso. Sauf que voilà, l'UFC ont décidé de faire, on va dire, une sorte d'injustice, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, en espérant que, voilà, que ça va la qualifier pour être la prochaine challengeuse au titre. Et pourquoi pas ne voir Manon Fiorot à l'UFC Paris en main event ou en co-main event contre Valentina Shevchenko ou contre Grasso. Et en tout cas, c'est tout ce qu'elle mérite. Ouais, clairement, clairement, c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour Manon Fiorot, c'est le combat, c'est la demi-finale. Il y a même pas à chercher pour Blanchfield aussi, hein, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs marrant, c'est que ils ont bien mis Blanchfield en tant que championne et Manon genre en tant que challengeuse, alors que à un moment donné, c'était elle qui était devant dans les classements. Ensuite, ils ont modifié, ils ont mis Blanchfield devant. Mais aujourd'hui, Manon Fiorot, c'est 6-0 à l'UFC. Ce qu'on peut regretter sur ces victoires à l'UFC, c'est qu'il y a 4 décisions et seulement 2 finishes. Mais au-delà de ça, c'est l'une des filles qui performe le plus. Elle affronte la numéro 2 de la AKT incontestablement, si tu retires Shevchenko. C'est pour moi un combat qui est pour la demi-finale et c'est tout. Il y a pas, il y a même pas à tortiller, entre guillemets. Surtout que Blanchfield, elle vient d'essuyer Taila Santos, qui est très solide. Taila Santos. Elle est elle aussi sur 6 victoires consécutives à l'UFC. Elle est sur 3 soumissions et 3 décisions. Donc c'est clairement le combat des femmes fortes de la catégorie. Et pour moi, ça serait logique, en tout cas, celle qui gagne affronte Alex Grasso.
Donc la question que je me posais, moi, c'est est-ce que si Manon gagne, on pourrait avoir un UFC numéroté en septembre et parce qu'il mettrait une ceinture? Et ça m'interroge dans le sens où ça a fuité justement en disant UFC à Paris en septembre, main event Cyril Gane. Donc je me dis que dès lors que ça a fuité cette information, c'est qu'on va être plutôt sur un Fight Night que sur un UFC numéroté Pas parce que forcément. ou alors il combat pour la ceinture et personne ne le sait. Et on aurait potentiellement un UFC à Paris avec deux ceintures. C'est fort Potentiellement. probable, hein. C'est fort probable. Bah, ça nous permet aussi de faire la transition entre Non, sur les classes. attends, viens, on revient sur vite fait Manon, Ok. après on fait la transition. Donc Manon, en tout cas, je pense que pour elle, c'est un tout droit sur ce combat. J'entendais Aldric Cassata qui a dit Manon a tout fait pour pouvoir gagner ce combat. Elle a réellement tout mis en œuvre et tout fait de ce qui était en son pouvoir pour gagner le combat. Donc ça veut dire que vraiment, je pense que Manon, là, elle a fait tous les sacrifices qu'il faut pour ce combat. Maintenant, ça reste son coach, donc évidemment, il va pas dire qu'elle arrive en demi-teinte, etc. Mhm. Mais par contre, j'ai aimé en fait le fait qu'ils disent que il dit elle aurait rien pu faire de plus. Ça veut dire que normalement, samedi, si tout se passe bien, on va avoir la version 3.0 de Manon, la meilleure version d'elle-même. Donc voilà, moi après, quand j'analyse les styles de combat, je pense que Blanchfield, elle n'a pas forcément la lutte pour amener Manon au sol. Après, on a vu que Manon, de toute manière, elle savait lutter en Ouais. défensive but. Au sol, c'est pas forcément un prodige et Blanchfield elle est très forte, mais encore une fois, pour aller au sol, faut pouvoir amener Manon. Et quand tu vois les combats de Blanchfield, bah, c'est pas une lutteuse, c'est plutôt une judokate qui vient crocheter, etc. Elle a eu beaucoup de difficultés à amener Taila Santos au sol. Je pense qu'elle n'arrivera pas à amener Manon sur les défenses type lutte libre. On le sait, dans les KT féminines, il n'y a pas trop de lutte libre. On avait vu Manon face à Rose, même si Rose a été moins épaisse que Blanchfield, mais on a vu les hanches solides de Manon. Ouais, sur les défenses. En plus, ça avait des bons timings. Beau timing, derrière, elle prenait un peu l'angle, elle arrive à frapper tout de suite. Je pense que clairement, on se dirige vers une mastercard de Manon, une masterclass. Après, ça sera je crois, que c'est son premier combat en synchrone, si je dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, Euh, non, elle avait déjà fait, il me semble, à l'UFC, sur les, quand elle prenait la ceinture. Mais là, à l'UFC, en tout cas, ouais. ok. En tout Donc, cas, ouais, vas-y. pour avoir suivi les stories d'Aldric, on a vu pas mal Manon avec, s'entraîner avec le coach de Luta Livre. J'ai oublié le Brésilien. Il est dans le sud maintenant. Ouais, le Flavio. Flavio, ouais. Ouais, ouais, ça fait quelques mois qu'on voit, en tout cas, qu'ils s'entraînent ensemble. Donc, je pense qu'ils ont dû mettre un bel accent sur les phases de sol. Donc, pourquoi peut-être pas créer la surprise, en tout cas, à voir. Et Mais, juste pour revenir, elle a jamais fait de synchrone dans le sens où elle a toujours gagné avant le troisième round. oui, ok. Ok, ok. Et en tout cas, mais je pense que sinon, c'est un combat, je pense, qui arrive aussi sur le bon timing parce qu'elle a fait un retour à l'UFC Paris après ouais, quasiment un an, voire un peu plus d'un an de blessure. Donc, le combat qu'elle a fait contre Rose, même si elle n'a pas su la finir, c'est bien le fait qu'elle a fait 3 rounds, ça a su aussi la remettre en confiance. En plus, c'était un combat quand même engagé. Et ben, je pense qu'il y avait pas mal de questions qu'elle se posait, tu sais, notamment sur sa blessure. Et le fait d'avoir fait 3 rounds d'être sorti, on va dire, en tout cas sans blessure, et là de revenir contre Ryan Blanchfield en main event, je pense que c'est un bon indicateur et c'est un bon présage pour la suite en tout cas. Ouais, clairement. En tout cas, voilà, on a hâte de voir. C'est ce week-end. Ça passe un peu inaperçu aussi. Je pense que RMC de mémoire, ils ont préparé un film qui va sortir. Donc, je vous invite à aller le voir pour découvrir un peu l'univers de Manon. Et souvent, malheureusement, on a le sentiment que ce qui ne se passe pas sur Paris, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Mais voilà, là, je l'avais déjà dit et je le pense que c'est aujourd'hui la plus proche de la ceinture de l'UFC. Et là, elle est plus qu'à une toute petite marche, septième victoire consécutive qui la propulserait directement vers cette ceinture. Donc, bah, on est de tout cœur avec eux et on essaye d'avoir Aldric. Voilà. C'est ça, Mika. Donc en gros, on parlait aussi de la situation de Cyril Gann, et c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, ça c'est réapparu là. Il y a eu plusieurs podcasts, notamment celui de RMC Fighter Club que j'ai écouté là avec Alexander Binet et Baba qui parlait de la situation de Cyril Gann. Donc on a vu plusieurs aussi médias mettre ça en titre. C'est vrai que ça laisse à... Voilà, on peut se poser des questions parce que sa dernière performance, sa dernière sortie,
C'était lors de l'UFC Paris. Et il me semble que tous les Français qui étaient sur la carte, mis à part Zara Fern qui était de l'UFC, ils ont combattu. En tout cas, William Gomis était prévu. Là, il recombat, je crois, au mois d'avril, au mois de mai. Yannis Guémouri devait combattre. Sauf que voilà, il a pull out à cause d'une blessure, à cause d'un staphylocoque. Entre-temps, bah, t'as Manon Fiorot qui combat la semaine prochaine. T'as Nassourdine qui a... Non, non, Nassourdine, il n'était pas sur la carte de l'UFC Paris, je me trompe. Non, mais T'as Nassourdine, Benoît il a Saint-Denis. combattu contre Dolizeux. C'est-à-dire qu'on avait Ouais, fait un point sur, je crois, il y avait 11 Français engagés. Et ouais. les seuls qui n'avaient pas combattu ou qui n'avaient pas de date, bon, on avait Gomis, mais c'était différent. Et là, depuis, il est rebooké. On avait Omar Sy parce qu'il revient d'une blessure. Et je crois que mois de mai, normalement, ça devrait signer son retour. Et on avait évidemment Cyril Gane qui n'a pas été rebooké. Et on se posait la question de savoir pourquoi. Bah, en fait, moi, à un moment donné, je me posais la question. Je m'étais dit qu'il allait sûrement peut-être revenir au mois de mars ou au mois d'avril parce que de base, il devait y avoir un UFC à Manchester ou à Londres, je sais plus. Et donc, je m'étais dit peut-être que c'était le parfait moment pour l'affronter, enfin, pour le mettre face à Thomas Spinal. Mais en fait, malheureusement, je pense que ce qui, en tout cas, selon moi, ce qui lui a fait défaut, c'est vraiment le fait d'avoir refusé Thomas Spinal. Surtout que j'ai l'impression que l'UFC avait tout mis en place pour qu'il y ait un face-à-face. Mais après, a priori, Thomas Pinal, il disait que lorsqu'il est venu à l'UFC Paris, qu'il était prêt à monter dans la cage. Apparemment, l'UFC, ils ont refusé le face-à-face. Mais au micro, je crois que c'est Michael Bisping qui demande enfin, qui dit à Cyril qu'il y a Thomas Pinal et Cyril il dit clairement, non, ça m'intéresse pas, je veux quelqu'un qui est devant moi. Ça, moi personnellement, j'étais pas du tout d'accord, en tout cas, de mon ressenti hein, sur ses propos. Surtout quand son slogan c'était enfin c'est comment il dit anyone anywhere. Je crois n'importe qui n'importe quand, surtout qu'il venait d'affronter le septième de la catégorie qui a jamais été un réel ou en tout cas challenger au titre, plutôt un prospect dans ses débuts, même s'il reste quand même fort Spivak. Donc en fait voilà, quand tu prends tous ces facteurs là, c'est vrai que c'était un petit peu dommage d'avoir refusé Thomas Pinal. Derrière Thomas Pinal, il prend la ceinture intérimaire. Du coup, Cyril, il tweet, il dit qu'en gros, que le chasseur devient chassé ou un truc comme ça. En gros, pour dire que maintenant, c'est lui qui veut Thomas Pinal. Je crois que Thomas Pinal, il le snob derrière. Et en plus de ça, dernièrement, on a eu Curtis Blade contre Almeida. Et juste après la victoire de Curtis Blade, il le dit au micro, Curtis Blade. D'ailleurs, c'est un Français qui l'a interviewé là sur Fight Minds. Fight Minds. Il dit qu'en gros, que Cyril l'a refusé 3 fois. Donc en gros, là, c'est lui maintenant qui refuse Cyril. Donc c'est vrai qu'il se retrouve dans une situation assez compliquée, surtout qu'on sait que le top 5 de la catégorie, bah, c'est des anciens. Il y a Miocic, il y a Curtis Blade. Miocic, bon, il est inactif depuis, je crois que c'est Ngannou. On sait qu'il y a un combat qui doit se faire entre lui et John Jones. Donc voilà, ça, on le met à part. Donc c'est un petit peu compliqué. On voit qu'il n'y a pas vraiment de communication. En fait, d'un côté, on peut se dire que l'UFC l'a un petit peu mis de côté, mais d'un côté, on peut se dire que peut-être qu'il prépare un gros retour. Parce qu'il y a une absence de communication. On voit qu'il y a une volonté de vouloir se concentrer que sur l'entraînement, donc ça peut être aussi une bonne chose. Et d'un autre côté, on se dit que bah, peut-être que le FC l'ont un petit peu mis de côté, parce que même si l'info qui a été sortie là de Culture MMA qui dit que selon ses sources, il y a un UFC Paris le 28 septembre et que Cyril Si, Gane si, mais c'est déjà affiché, hein, même sur Tapology ah et ouais, tout. devrait être Ouais, le main ouais. event, tu Non, dis non, ok, non, c'est pas le. bien, Ouais. pas main event. Si, si, ce que je veux dire, ils Hmm. n'ont pas annoncé le main event, mais En sur gros, tu Tapology, il vois. y a déjà la date. En gros, ça veut dire que ça te ferait un an d'absence alors que t'es pas champion, alors que t'es pas blessé. Bah, tu dis que c'est quoi les plans de l'UFC? Surtout que là, bah, t'as Thomas Pinal qui a la ceinture intérimaire qui attend de combattre. T'as Curtis Blade qui vient de combattre. Donc peut-être que ce combat-là, il va se faire. Donc tu dis contre qui ils vont le mettre. Tu vois, donc voilà, quoi, on se pose des questions. Bah, moi, si je regarde hein, le classement aujourd'hui, on a John Jones 1, on a le champion intérimaire Aspinal, on a Cyril Gane en 2, on a Pavlovich en 3, on a Stipe Miocic en 4 et on a Curtis Blade en 5. Dans ces 6 blasts que je viens de donner, j'en retire 2. Je retire John Jones et Miocic. OK? Donc, il nous reste Aspinal, Gane, Pavlovich et Blade. Ce qui me semble avoir du sens quand tu regardes un peu l'historique des combats, c'est-à-dire que tu as un Curtis Blade qui vient de gagner Almeida et qui avait perdu contre Pavlovich et qui avant ça avait gagné contre Tom Aspinall sur une blessure à la jambe d'Aspinall.
On a Aspinall qui fait un sans faute, hormis cette défaite contre Curtis Blades suite à une blessure à la jambe. On a Cyril Gane qui, malheureusement, sur ses 4 derniers combats, bah, il y a une défaite contre Ngannou, une victoire contre Tuivasa, une défaite contre John Jones et une victoire contre Spivak. Donc, si tu regardes un peu, en fait, sur ces 4 derniers combats, il y a une victoire contre Tuivasa, une victoire sur Spivak. C'est quand même pas le top de la KT. Et on a un Sergei Pavlovitch qui avait fait une entrée parfaite, avec notamment une victoire sur Tuivasa, une victoire sur Blade et une victoire sur Derek Lewis, et qui fait cette défaite contre Aspinall. Donc pour moi, ce qui aurait du sens d'un point de vue sportif, c'est de mettre Cyril Gane face à Pavlovitch et Curtis Blade face à Aspinall. Entre guillemets, ça permet à Aspinall d'essuyer cette défaite contre Curtis Blade. Ça permet de donner la chance à Curtis Blade d'aller chercher cette ceinture. Et comme il le disait lui en plus, à l'époque, il voulait aller chercher Cyril Gane, etc. Et ça permet à Cyril Gane de rebattre quelqu'un qui est actuellement dans le top 4, très serré autour de la ceinture, contre Pavlovich, qui avait eu sa chance pour le titre contre Aspinall. Sportivement, c'est ce qui me semble le plus logique, en tout cas, dans l'avenir de la catégorie. Maintenant, je ne vois pas l'UFC organiser un UFC numéroté à Paris. Et si on me dit qu'aujourd'hui, Cyril Gane est main event sur la carte de Bercy, c'est que selon moi, on sera sur un UFC Fight Night et qu'il y a de fortes chances que ça soit contre Pavlovich. Maintenant, ce n'est que des suppositions, mais aujourd'hui, je vois pas autre chose de possible pour Cyril Gane après tant d'absence. Je vois pas pourquoi l'UFC, d'un coup comme ça, ils iraient lui dire, allez, c'est bon, t'as fait galérer mon loulou, et maintenant on va te donner ta chance contre Aspinal pour aller chercher la ceinture. Maintenant, tout est possible. On a déjà vu des décisions très étranges à l'UFC, mais je vois pas pourquoi l'UFC attendrait autant de temps pour aller combattre. Et ça m'étonne même d'ailleurs que Aspinal, qui n'a pas combattu depuis lui aussi, hein, là, ça commence à Spinal, il n'a pas combattu depuis le mois de octobre, Novembre. hein, novembre, voilà. Ça Euh, va. ouais, mais, Bah, en mais fait, ça va, c'est ça, avec ça les champions, m'étonnerait qu'il Mika. On sait que attende. les champions, en général, c'est un rythme de un à 2 combats par an et Ouais, encore, mais tu il vois. va pas attendre le mois de septembre pour combattre, hein. Bah, Je le pense problème, pas. c'est que lui, il est un petit peu bloqué parce que il voulait affronter John Jones. Mais bon, on sait que le CM Dana White l'a dit en personne. Eux, ils veulent clairement faire le combat des deux GOAT, des deux anciens, Miocic contre John Jones. Donc ça, on va dire, on les met à part dans l'équation. Donc là, comme tu as dit, pour moi, le plus logique, ce serait de mettre Curtis Blade face à Thomas Spinal pour le prochain UFC à Londres ou à Manchester. Pour moi, c'est ce qui est le plus logique. Et comme tu as dit, on peut mettre soit Pavlovich à Cyril, soit Almeida. Parce qu'après, le Ouais. reste, c'est du déjà vu. Le Bah reste de la ouais. catégorie, c'est du déjà vu. Donc ce serait Et, pas intéressant de le mettre face au top 8 ou et ce qu'il y a derrière, quoi. et pour moi-même, Pavlovich a plus de sens qu'Almeida, dans le sens où Almeida, il vient de combattre il n'y a pas si longtemps, que ses combats avant ça, c'était quand même bien soporifique, et que Pavlovich, ça reste un monstre dans la KT qui est craint. Il s'est fait coucher par Aspinal. Après, comme je te disais, moi, Aspinal, franchement, je le vois bien Aspinal Curtis Blades lors de l'UFC 303 le 29 juin à Vegas. C'est pour moi quelque chose de totalement envisageable, hein. C'est Franchement, possible, hein, c'est possible. En tout cas, moi, je me questionne vraiment là sur qui est-ce qu'ils vont mettre face à Cyril, surtout s'il fait le bah, main event à Paris. mais moi déjà, je suis même étonné qu'ils aient annoncé le main event septembre de Cyril Gann. Ça veut dire que s'ils annoncent le main event de Cyril en septembre, c'est qu'il combat pas avant. Moi, j'étais persuadé qu'on allait revoir Cyril sur la carte genre sur Ouais, une carte vers au mois de avril juin ou... ou ouais. au mois de mai. Parce que effectivement, je me disais, au mois de mai, juin, on a Cyril, il se repose et au mois de septembre, il revient. Et Ouais. ça me paraît étonnant qu'il reste aussi longtemps inactif. Maintenant, si c'est les plans de l'UFC, je suis persuadé qu'en face de Cyril, on va se retrouver avec un Pavlovich. Je, je pense que Pavlovich, après son KO, il avait eu aussi une grosse année 2023. Il a besoin de se refaire. La Russie, c'est un Russe, Pavlovich. Même si les Russes ne peuvent pas venir, je crois, en France à cause des visas, mais c'est pas si loin que de la France que ça. Ils sont sur le continent. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, aurait tout son sens. Maintenant, on va voir. À voir, à voir, à voir. Mais c'est marrant parce que, justement, en fait, à un moment donné, je te jure que ça m'est passé par la tête, mais c'était vraiment que de passage. Et quand je regardais la série des Maîtres fumés, ils ont mis tel le trombone et en disant que, enfin, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, que, il finira au PFL. Et je suis sûr qu'à un moment donné, moi, ça m'est passé par la tête parce que, bah, le fait que Francis soit au PFL, le fait que ça peut
ça peut se vendre, une revanche entre Francis et Cyril. Et le fait qu'il est, en tout cas pour le moment, enfin, j'ai l'impression mis de côté, je me dis peut-être qu'à l'avenir, on pourra voir Cyril au PFL et ça fera peut-être une revanche contre Francis. Votre Donc, Ngannou. Bah, ouais. après, je pense que tout est possible. Après, la réelle question aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement eu quelque chose. Forcément, je pense, hein, que c'est mon avis, mais il y a forcément eu un froid entre le Cyril Gane et l'UFC. Je ne sais pas expliquer le pourquoi du comment. Est-ce qu'ils ont mal pris le fait qu'il ait refusé Aspinal? Est-ce que c'était pour une autre raison? Peu importe, on ne saura jamais réellement. Mais en tout cas, il y a clairement eu quelque chose entre les deux. Et effectivement, on a pu se poser la question de savoir si Cyril n'allait pas partir de l'UFC. Maintenant, Cyril, il a quand même été plus ou moins, entre guillemets, quand même assez respecté à l'UFC. Si tu regardes Mhm. bien dans Ouais. l'ensemble de sa carrière, Cyril, je crois qu'il a fait 4 ou 5 main events à l'UFC. C'est pas rien. À chaque fois qu'il a été averti, il a été main event. Ouais, il a Euh, fait ouais, au moins il cinq six faut main pas events, ouais. oublier qu'aujourd'hui, il a un score de 12-2. Quand il est arrivé à l'UFC, il avait 3-0, Cyril. C'est un pur produit de l'UFC, Cyril Gane. Donc, je sais pas, je suis pas sûr forcément qu'on puisse dire que comment dirais-je, ils partent comme ça de l'UFC. Pour être honnête, sincèrement, j'ai Oui, du mal bien sûr, c'est vrai que ça m'étonnerait aussi, hein. C'est vrai que ça m'étonnerait aussi. C'est juste que, comme je dis, c'était de passage. Et quand j'ai vu les mettre fumer, mettre ça en story, en fait, ça m'a juste refait penser à ça. Après, ouais, mais, en tout cas, pour finir là-dessus, c'est vrai que là, à un moment donné, il y avait un débat sur qui est le visage du MMA français. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un pur produit de l'UFC. C'est celui qui a été au plus haut niveau actuellement, qu'on le veuille ou non, même si il est sur une défaite qui ne lui a pas servi contre John Jones. Actuellement, aucun Français de la nouvelle génération et de l'ancienne génération n'a pu toucher une ceinture de l'UFC et c'est Cyril qui l'a fait. Même si on dit que la catégorie des poids lourds, c'est la catégorie où il y a le moins Non, on va mais dire ouais, de c'est vrai. compétition. Il faut quand même Non, rendre à mais César ce qui appartient à César aujourd'hui. moi, je l'ai toujours dit, hein, Cyril, c'est celui qui a été le plus haut niveau de tous les Français, dans une catégorie où il y a le moins d'adversité que dans les autres catégories. Ça aussi, il faut pas le nier. C'est-à-dire que c'est plus facile de performer chez les poids lourds que chez les moins de 70 kilos. Le Moi, dire je le dirais, contraire, ce serait mentir. Si non, le en niveau fait, je dirais pas que ce d'adversité. serait plus facile de performer, mais peut-être plus facile de se glisser au plus haut niveau. Bah oui, mais c'est la performance. C'est-à-dire que tu vois bien que le top 15 des poids lourds, il est beaucoup moins dur que le top 15 des poids légers. Donc c'est plus facile Oui. d'avoir sa chance Ah. pour le titre chez les poids lourds que chez les poids légers. Maintenant, ça ne retire en rien le fait que Cyril Gane à l'UFC, bah, c'est 4 bonus de la soirée. Comment dirais-je, en 14 combats, c'est quand même un mec qui a réussi à remporter 4 bonus. C'est un mec qui a un palmarès de 12-2. C'est 2 défaites. C'est une décision contre Ngannou dans un combat qui est quand même assez serré. Bon, malheureusement ce qui entache le plus sa carrière aujourd'hui, c'est cette défaite contre John Jones qui restera, selon moi, une humiliation pour le MMA français. Même si c'est dur à avaler, c'est une réalité. Si aujourd'hui on reprend le combat, le nier, ça serait mentir. Mais la réalité, c'est que c'est celui qui a le plus performé à l'UFC. Et c'est celui qui a ramené le niveau MMA français dans une autre sphère. Maintenant, aujourd'hui, ces stratégies, en tout cas, ce qu'on peut voir d'aujourd'hui de ce qui nous est proposé, moi, ça m'intrigue. Et t'as raison, il faut pas avoir la mémoire courte et il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Mais aujourd'hui, on peut quand même s'interroger sur le fait de le voir inactif, etc. Et même sur sa communication, on l'avait souvent critiqué sur sa manière d'appréhender et d'aborder les combats. Tu sais, on disait qu'il était trop dans son côté nonchalant, même si c'est son personnage qui est comme ça. Aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que lui-même, malheureusement, lui-même ne sait pas où il va. Tu vois, à un moment donné, je crois qu'il avait même mis un post, il a dit, vous inquiétez pas, je m'entraîne, même si j'ai pas de date. En gros, genre, bah moi, je suis comme vous, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Genre, Ouais. et c'est vrai que il faut savoir rendre ce qui appartient à César, mais et c'est vrai que ça a été celui qui nous a ramené la ceinture intérimaire. Et c'était lui pendant très longtemps, de toute manière, chez les hommes, c'est encore lui qui est le plus proche d'aller chercher la Bah, bien ceinture. sûr. Derrière, il y a Nassourdine Imavov, mais qui est quand même encore huitième et qui lui reste minimum encore 1 ou 2 combats avant de pouvoir aller chercher cette ceinture, alors que Cyril Gane, il est assez proche.
Bon, Manon Fiorot, elle est toute proche parce que dans les catés féminines, on avait Benoît Saint-Denis qui avait eu sa chance en cas de victoire contre Poirier, mais là, qui maintenant, bah, forcément, est beaucoup plus loin. Et donc, c'est clair qu'il faut pas nier le fait que Cyril Gane soit l'un de nos plus grands ambassadeurs en MMA. Ouais. Mais maintenant, il y a sa gestion et sa manière à l'UFC, en tout cas l'utilisation qu'on fait de Cyril Gane à l'UFC quand on sait le monstre que c'est, bah, ça interroge. Ça interroge. Ouais, après, c'est vrai qu'on a beaucoup la culture de l'instant parce qu'en fait, là, je pense que c'est sa dernière, je dirais pas sa sortie médiatique, mais l'interview d'après combat, là, dans la cage de l'UFC Paris, après, lorsqu'il refuse Thomas Spinal, le fait qu'il perde contre John Jones de cette manière-là, et tu sais, tout l'aspect médiatique qu'il y a eu, tu sais, quand on le voyait jouer à la play, c'est vrai que ça ne lui a pas servi. Après, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'en, on va dire, juste avant qu'il soit champion intérimaire, il a quand même enchaîné pas mal de combats. Je crois qu'il a été le plus actif sur l'année 2021, 2020-2021, lorsqu'il affronte Volkov, Derrick Lewis, enfin, pas Derrick Lewis, comment il s'appelle? Jairzinho, Rozenstruik et tout, c'est là où il a enchaîné les main events. Donc c'est vrai que là, après, ça s'est un petit peu ralenti, mais je pense que c'est aussi normal que ça se ralentit lorsque tu arrives dans le top 3. Tu peux pas te permettre d'être aussi actif et de combattre tous les 4 5 mois. Donc là, personnellement, on se pose des questions, je pense. On se pose tous des questions. Donc soit en septembre ou entre-temps, on se dira, ouais, l'UFC veulent vraiment lui faire la peau, ou soit on se dira, bah, ils ont eu raison d'être silencieux parce qu'ils nous préparent une surprise. Mais lorsque j'ai vu aussi le classement de ESPN, même si c'est pas le classement de l'UFC et qu'ils l'ont mis cinquième Ouais, du classement, mais ça, c'est pas une fausse polémique, ça, franchement. Même si, vas-y, ESPN, c'est c'est-à-dire lié, polémique. bah, dans le sens où ce qui compte, c'est le classement UFC. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ESPN, Parce que le c'est quand même le classement, diffuseur de l'UFC, quoi. oui, mais le classement USPN, ça reste un média. C'est de la même manière que si la sueur, ils mettent Cyril Gane huitième. Non, mais tu C'est peux une pas connerie. comparer, enfin, même si, tu peux Non, pas mais comparer ESPN, non, mais parce que, je te dis ça parce que ESPN, c'est Brett Okamoto et tout, on sait que c'est en général, c'est Brett Okamoto, par exemple, si c'est pas Ariel Helwani, c'est Brett Okamoto qui balance, par exemple, lorsque, je sais pas, lorsqu'il y a un main event, je sais pas, d'un gros UFC, bah, c'est souvent ces journalistes-là qui balancent les exclus, parce qu'ils sont de mèche avec l'UFC, parce qu'ils ont les croustillants avant tout le monde. Donc, ouais, je pourrais mais pas comparer. je suis d'accord avec toi, mais leur classement, dans le sens, pour moi, il vaut absolument rien. Moi, pour moi, j'ai un classement aujourd'hui, c'est celui du UFC. Bah, Mika, avec la visibilité qu'ils ont, crois-moi, ça peut aussi influencer. Même peut-être sur les matchmaking et tout. Enfin, même sur la vie des spectateurs, de ceux qui regardent. Après, ouais, comme tu as dit, ça reste quand même le classement de l'UFC qui compte, bien sûr, parce que là, actuellement, il est deuxième, Cyril. C'est John Jones qui est champion, Thomas Spinell en numéro un. Enfin, je crois que c'est pas actualisé, et Ouais, c'est Cyril ça, qui est c'est deuxième. John Jones champion, Aspinall intérimaire, Cyril Gane numéro 2, Mhm. numéro 3 Pavlovich, 4 Stipe Miocic et 5 Curtis Blades. Donc, à voir ce qui se fera pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller donner la force à Manon qui combat dans une semaine. Et juste après, il y aura Morgan Charrière et Nora Cornell qui seront sur l'UFC Vegas d'après. Donc, c'est bien. Il y a une belle activité pour nos combattants, pour nos représentants français de l'UFC. Donc, voilà. Mika, je crois que c'est bon pour nous. Non, bah c'est bon, écoute, cool. Et donc, soit cette semaine, on reçoit Aldric et on vous le dira, soit normalement mercredi, on fait un petit live. Mika, c'est parti. Bonne soirée à tous, bonne semaine à tous, bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans le respect, bien sûr, et salut à tous. Bye, ciao.